le moment où, après son élection, M. Moustapha Beljabr a donné la parole à Mme Maya Jribi. C'était un acte tout à fait inattendu, parce qu'en général, on donne, disons, la parole à ceux qui ont, disons, qui venaient de gagner une élection. Et Mme Maya Jribi est l'une des figures de l'opposition, et en plus, elle s'est présentée contre lui pour la présidence de l'Assemblée. Je crois, pour moi, sincèrement, que c'était un jalon posé sur le chemin de la démocratie tunisienne, parce qu'il a rendu, en quelque sorte, hommage à l'opposition, bien que l'opposition demande toujours plus de temps pour parler, et ça c'est une autre histoire, et il a rendu hommage aussi à une femme politique. Pour moi, ces moments-là, sont symboliques, certes, mais ce qui fait avancer aussi l'expérience, c'est le symbolique. L'autre moment qui m'a marqué dans cette assemblée, c'est malgré nos discussions vives, malgré nos différences, quand nous avons fini par voter la petite constitution ou bien le règlement provisoire des pouvoirs publics, là j'ai vu aussi, c'était le premier texte voté, adopté par une assemblée de cette manière-là, avec vote, différence, mais avec consensus. Et je rappelle qu'on est arrivé au consensus sur deux points très importants. Tout d'abord, le point de la continuité et si on peut dire, l'institutionnalisation de l'ISI. Ça, c'était très... Donc, comment on est venu à cette nouvelle démocratie et comment on veut vraiment continuer. Et le deuxième point, c'était autour du gouvernement, la Banque centrale. Et là, c'est la proposition, si je me rappelle bien, de l'opposition qui a été adoptée. Là encore, je pense que c'est très important. Pour moi, c'est une réussite. Oui, et la notion de censure du gouvernement. Je vous laisse conclure. Oui, tout ça, pour moi, ce sont des réussites. En plus, pour la première fois, qu'un gouvernement obtient aussi la confiance et qu'il soit questionné et tout ça, pour moi, ça, on voit la démocratie en marche. Pour la Constitution, j'ai rien à dire, mais je répondrai à vos questions sur comment fonctionnent les commissions après, puisque je suis un peu ces commissions les unes des autres, mais restent les défis. Nous avons beaucoup de défis. Comment faire coïncider ou rencontrer le débat qui est dans l'Assemblée entre les membres des commissions et le débat qui est dans la société et qui tend à être très polarisé. En plus, comment réconcilier bien, comme il faut, entre notre mission de constituante et de législative et de contrôle du gouvernement et comment aussi être la voix de ces Tunisiens qui ont fait la révolution pour construire, mais aussi pour répondre aux demandes de la révolution, à savoir l'emploi, l'éradication de la pauvreté et aussi restaurer la dignité et surtout commencer j'ai trouvé mon mot en anglais mais pas recovery, la reconstruction de l'économie. Voilà. Merci Mahazia. On va écouter à présent, si vous pouvez passer le micro à Nadia Chaben, députée PDM. Nadia, on vous écoute. Alors, je vais être un tout petit peu moins consensuelle là. Parce que moi, je dirais que les 4 mois, je les ai vécus avec des moments où j'avais l'impression que j'étais un peu otage d'une troïka. Puisqu'à chaque fois qu'il y avait une crise au sein du gouvernement, ou dans la constitution du gouvernement, ou dans les accords, ben nous, on faisait rien, on attendait. On attendait que ça se passe, il y avait des suspensions, on était convoqués la veille pour le lendemain Et ça, je trouve ça un peu dommageable parce qu'à aucun moment on a réussi à faire réellement une séparation entre les priorités de l'ANC, son autonomie par rapport au gouvernement et les avancements à l'intérieur. Premier point sur lequel moi j'avais un peu de réserve. Alors, les commissions ont démarré il y a un mois, le 21 février. Il y a 6 commissions. La première concerne le préambule, la seconde les droits fondamentaux et les libertés, la troisième concernant le rapport entre législatif et exécutif, la quatrième porte sur la justice,
La 5e, ce sont les instances constitutionnelles, et la 6e porte sur l'organisation régionale et territoriale, et donc, puisqu'on part sur une décentralisation, puis un accord là-dessus. Alors, il y a une commission qui aura la charge de coordonner par la suite, donc après coup, et harmoniser le texte au niveau non du contenu, mais au niveau de la forme. Et il manque un petit chaînon, il manque un petit maillon à cette chaîne. Et on le voit depuis un mois que les commissions ont démarré, qu'il y a un problème. Il y a un problème sur le fond, parce qu'on a démarré avec la page blanche, et ça a été le souhait de tous, parce que c'est quand même plus simple de partir d'une page blanche que d'un projet qui oriente les contenus et les discussions, et parce que ça nous permet aussi de voir tout ce qui a été écrit, rédigé, toutes les contributions, et d'avoir accès en même temps à faire du comparatif. Mais en même temps, il y a des fondamentaux autour desquels il fallait qu'on se mette d'accord avant d'attaquer ce travail de rédaction. Et ces fondamentaux, ils n'y sont pas. La nature du régime. La commission va travailler sur quelque chose, ils vont dégager une nature de régime qui va se retrouver peut-être en contradiction avec ce qui va être réalisé au niveau de la commission qui va travailler sur le découpage territorial, par exemple, et qui va donner des prérogatives différentes. Ou bien au niveau des instances constitutionnelles, où on va trouver un mode de nomination pour un certain nombre d'instances qui vont se retrouver en contradiction parce qu'elles ne reflèteront pas l'équilibre de ce qui a été, en tout cas, choisi comme nature de... Qu'est-ce qui est source de droit? La question s'est posée dans 3 commissions, et elle a bloqué 3 commissions. Elle a bloqué dans 3 commissions. Le préambule, celle des droits fondamentaux, mais également les instances constitutionnelles. Donc vous voyez que l'Afrique du Sud, quand elle a opté pour la page blanche comme nous on l'a fait, ils ont déterminé en plénière, autour d'un débat sur le fond, 33 points d'accord. Ces 33 points, ils les ont mis sur la table et chaque commission démarrait ses travaux à partir de ces 33 points d'accord. C'est-à-dire que là, il y avait les lignes rouges, les lignes de consensus, et à partir de là, c'est plus simple. Parce que là, ma crainte, c'est qu'on se retrouve par la suite avec quelque chose qui ressemblerait à un patchwork, où il n'y ait pas de cohérence d'une commission à une autre, et ça aurait été plus simple. Et on l'a demandé de commencer dès maintenant à trouver sur des points de convergence avant, de manière à ce qu'on reste dans une écriture un peu plus cohérente, si vous voulez, et que sur le contenu, il n'y ait pas de contradiction, de choses de cet ordre-là. Il me reste du temps? Alors, il y a un autre problème au niveau de la méthodologie, vous allez dire je suis un tout petit peu chiante, c'est peut-être mon parcours de prof qui fait cela, c'est qu'on n'a pas de rétro-planning au niveau des commissions. Moi j'ai demandé dans ma commission à ce qu'on en mette un, et qu'on dise par exemple dans un mois on remet une première liste et dans 2 mois on remet un premier brouillon. On m'a dit non, c'est trop tôt. Et ça me rappelle le débat où il y a eu 3 amendements lors de l'organisation provisoire des pouvoirs. Il y a eu 2 amendements posés sur la durée de l'ANC. Lors du règlement intérieur, je l'ai reposé une 3e fois, je suis un peu une acharnée à ce niveau-là, et on a voté contre. Donc il y a quand même un vrai souci sur cette manière de faire où on ne veut pas s'engager par écrit. Moi, l'engagement moral, il vaut ce qu'il vaut. Les gens sont déjà engagés par écrit, ils ont trahi. Alors l'engagement moral, il pèse pas bien lourd, à mon sens. Alors, donc, comme l'ont souligné mes collègues avant, il y a des points de divergence aujourd'hui sur la nature du régime, sur les sources de droit, mais également sur les droits socio-économiques et sur les libertés. Parce que moi, par exemple, quand on a travaillé sur l'instance, on a commencé à réfléchir sur l'instance des médias, on avait 2 points de vue complètement opposés. Certains parlaient exclusivement en termes de comment faire moraliser, limiter, et d'autres, on était plutôt pour comment sauvegarder la liberté de la presse. Donc on est quand même sur c'est pour ça que je vous ai dit, les fondamentaux à ne pas transgresser étaient à définir bien avant. Et juste pour finir et pour rappeler ce qu'elle dit, quand on est rentré à l'Assemblée, on avait tous des programmes et on a tous eu à débattre de nos programmes. Et moi-même, je me suis retrouvée en débat avec Amal Araïr, avec Hussein Jaziri de Nahda, et je fus extrêmement surprise par la suite de voir émerger dans le débat à l'intérieur de la Constitution, dans les commissions autour de la Constitution, des débats qui n'avaient nullement fait surface dans le projet vendu, en tout cas aux Tunisiens,
Et pour rappeler ce que dit Shira Concilium, c'est ثورة قامت على العدالة بين الجهات لا من أجل تعدد الزوجات. Qui n'était dans aucun programme électoral. La charia ne faisait pas, en tout cas, la une d'aucun programme. Et on se retrouve aujourd'hui avec un point de clivage sur cette question-là, où on nous met la barre, c'est Masdar Assesi, Masdar al-Masad ou rien. Et vous allez naviguer entre les deux. Ben moi je dis, on n'a pas fait la révolution pour la charia, chaque chose a sa place, l'article 1 fait consensus, ça s'arrête là. Merci Nadia. On pourra revenir bien entendu sur toutes les questions évoquées lors de l'échange avec le public. Premier thème qui nous intéresse cet après-midi, on va tout de suite parler des Tunisiens d'étrangers, des Tunisiens de France, donc vous-même. L'adoption de l'article 8 sur la nationalité du président de la République de Tunisie a lancé le débat sur la place des binationaux dans la Tunisie actuelle. Dans ce nouveau contexte politique, la place des Tunisiens d'étrangers est jugée pour beaucoup encore floue, souvent considérés comme de simples flux financiers sous l'ère Ben Ali. Et les Tunisiens de l'étranger ne veulent plus seulement être cantonnés à un simple rôle d'agent économique, mais exercer une citoyenneté pleine de conscience. On va donc vous écouter à nouveau, messieurs, mesdames les élus, concernant votre programme politique, vos propositions au sein de l'Assemblée constituante sur cette question de binationalité. On va procéder par le même ordre. On va écouter tout d'abord Mahmoud Al-Maï sur la binationalité. Bon, voilà. Allez-y, Mahmoud. Pour la binationalité, dès le début, dans notre programme, pour nous, les Tunisiens sont égaux en devoir et en droit, et il n'y a pas de différence entre un Tunisien et un autre, ni par la nationalité, ni par la religion, ni par pour nous, il est clair que la Constitution doit être égale pour tous les Tunisiens et doit donner les mêmes droits à tous les Tunisiens. Allez-y, on va essayer de réduire un petit peu de temps de parole pour donner la parole au public. Nous, on l'a défendu déjà dans la petite constitution où il déclarait que pour être éligible, pour se représenter à la présidence de la République, il faut être d'une seule nationalité tunisienne. Et nous, on a essayé de changer ça. Et ça n'a pas été accepté par la majorité, mais le combat continue. On aimerait voir que ces Tunisiens, qui représentent quand même 10% de la population tunisienne qui sont à l'étranger, aient exactement les mêmes droits que les Tunisiens en Tunisie. Il n'y a pas deux catégories de Tunisiens. Pour nous, c'est très clair. Et c'est le peuple qui doit choisir et pas de différence. Céline ? Voilà, et ensuite on donnera la parole à la salle. Oui, bien sûr. Bon, l'égalité en droit doit être absolue sur cette question. Bon, sur la binationalité, on fera tout pour sauvegarder les conventions binationales et faire en sorte qu'il n'y ait pas le moindre accroc en termes de droits pour les binationaux qui sont des Tunisiens à part entière et puisqu'on vit en France, des Français à part entière aussi. Mais c'est un autre débat. Maintenant, pour ce qui concerne la nationalité du président de la République, on avait effectivement eu un débat là-dessus, passionné, passionnel. On a aussi vu une question assez passionnée sur ce qui concernait la traduction des débats, sur la langue des débats. Effectivement, bon, la langue de la Tunisie et l'arabe, personne ne le conteste aujourd'hui, mais on voyait clairement qu'il y avait beaucoup de nos compatriotes et beaucoup d'élus qui ne connaissaient pas la réalité des Tunisiens de l'étranger et qui n'imaginaient pas qu'un Tunisien vivant à l'étranger, de deuxième ou troisième génération, n'était pas arabisant. Donc là aussi, c'est une question sur laquelle il a fallu se battre pour obtenir le droit à la traduction. C'est dans le texte aujourd'hui. Maintenant, pour les moyens, bon, bah, ça se met en place tout doucement. Mais le principe est là, et je ne suis pas peu fier d'avoir battu là-dessus, d'avoir fait voter cet amendement avec ma collègue Kalima Soui de la circonscription France-Sud à la quasi-unanimité de l'Assemblée. C'était une grande victoire qu'on a obtenue sur ce point. J'en viens sur la nationalité du président de la République. Bon, effectivement, là-dessus, je veux rappeler quelque chose sur la nationalité des parlementaires. Dans la loi électorale, le décret loi électorale qui avait été préparé par la commission Benachour, il y avait un point qui a échappé à beaucoup de monde, mais que j'ai signalé à la commission en envoyant un mail qui m'avait étonné, c'est qu'il fallait être soit de père ou de, si je me souviens bien, de père ou de mère tunisien pour pouvoir se présenter. Ça voulait dire que les Tunisiens naturalisés
qui était de père étranger, ne pouvait pas se présenter aux élections législatives.